Et c'est reparti pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, nous allons visiter le château de Flamarins. Des gîtes et des gens, c'est maintenant. Alors l'histoire du château, ça commence. Donc c'est un château où on a des écrits, on a un acte de mariage de 1289, donc 13e, fin 13e. Et il faisait partie de la seigneurie de Bertrand de Goth, qui sera en 1305 le premier pape à habiter en Avignon sous le nom de Clément V. Voilà. Et puis après, on perd trace. Et on retrouve trace du château en 1466, où ça devient la propriété de la famille Grossol, qui le garderont 400 ans, jusqu'en 1878, où le dernier Grossol décède sans descendance mâle. Pendant cette période-là, c'est le château qu'on voit. Il y a deux grandes périodes, une période 1466 et une période où il a été agrandi en 1535. Voilà, donc il a été richement décoré, ce qui dit les textes, en fin 17e, début 18e, par la marquise de Flamarins, qui était apparentée à Madame de Sévigné. Voilà ce qu'on sait du château. En 1878, le dernier Grossol décède. Il est abandonné pendant 4 ans. Il est racheté, il devient la propriété, il est racheté avec ses terres principalement en 1882. Par la famille de Galard-Magnas, qui est à Magnas, qui est un petit village du Gers à une dizaine de kilomètres de Flamarins, et qui en font rien du château, et qui essayent de... En fait, ce qui les intéressait, c'était les terres. Et malheureusement, en 1943, pendant la guerre, il y a la foudre qui tombe sur le toit de la tour principale, et en résulte un énorme incendie qui détruit la toiture, la moitié de la toiture, des toitures.
Et après-guerre, cette famille, n'ayant pas les moyens ou la volonté, vend tout l'intérieur du château, en fait, ne répare pas et vend tout l'intérieur du château. Nous, on devient propriétaire du château en 1983. Mon père rachète le château à l'état de ruine. Donc il ne reste que les murs en pierre. Il n'y a plus aucun plancher, plus de portes, plus de fenêtres, plus rien, quoi. Il y a des arbres qui poussent à l'intérieur, on voit le ciel ou on voit la charpente du château. Et puis mon père, à partir de 88, s'installe définitivement ici et il entreprend, et moi, un mois par an, on entreprend la restauration du château, donc remonter tous les planchers les uns après les autres, nous-mêmes, dans le respect des règles, parce que c'est un château classé monument historique, donc on a des obligations imposées par les architectes des monuments historiques et la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. Voilà, et ça devient une passion. Mon père décède en 2010, en janvier 2010, et moi je continue, je me suis créé un chemin et je continue son œuvre. Donc il est parti, il l'avait mis hors d'eau, son but c'était de le mettre hors d'eau, hors d'air, donc avec une dalle de béton que l'eau ne rentre pas, et hors d'air avec toutes les fenêtres. Donc voilà, et moi je reprends pièce par pièce et je fais l'aménagement intérieur. Voilà donc le château, l'histoire. Et en 2017, les circonstances de la vie font que comme on dit, ou comme j'ai appris, ou comme j'ai été élevé, tous les feux sont au vert. Donc on quitte Paris, on vend ce qu'on avait à Paris, région parisienne, et on vient s'installer définitivement dans le Gers. Avec toujours le même projet de continuer la restauration du château. Et puis une circonstance fait que notre maire est conseiller général et qui a un gîte Donativo qui est très occupé, donc qui n'a pas vraiment le temps de recevoir tout le monde, nous propose de faire un essai en 2018 de recevoir des pèlerins, d'accueillir des pèlerins. Et c'est ce qu'on fait en 2018, on en accueille une vingtaine sur 3 mois et ça nous plaît bien, l'expérience nous plaît bien, donc on aménage, on s'organise pour faire dans de bonnes conditions dans le château l'accueil pèlerin. Donc on aménage des pièces dans le château, des pièces de 45 mètres carrés qui sont normalement des chambres, on transforme ça en dortoir, on aménage ça en dortoir. Et on aménage une cuisine, on aménage la cuisine, la rendre fonctionnelle au rez-de-chaussée. Ah, c'est de belles rencontres à chaque fois. J'ai fait ça en 2019. On a fait ça en 2019. 2020, ça a été une année un peu compliquée, même si on a été ouvert. Et puis 2021. 2019, c'était une année où il y a eu beaucoup d'étrangers. Donc ils avaient du mal à comprendre qu'en France, avec des châteaux, de dormir dans un château, tout le monde était surpris. Les premiers pèlerins, ils arrivaient, ils pensaient qu'il y a une petite maison dans le terrain où nous on habite. Ils pensaient que c'était là le gîte. Les filles pensaient que nous on habitait le château et en fait pas du tout. Et je leur dis non, on n'habite pas le château, c'est trop dur, trop difficile. Non, c'est pour la boutade. Et puis mais voilà, sinon c'est sympa. Voilà, les gens qui s'arrêtent au château sont souvent des gens atypiques. Ce ne sont pas des gens, parce qu'on n'est pas complètement sur une étape
du chemin, ou tel que le définissent les guides. Mais on est une bonne étape, quoi. Voilà, on est pour des gens, quand ils rentrent dans le Gers, ça fait des... Dans le Gers, on s'aperçoit, quand on regarde, si on veut bien visiter les villes et tout, c'est des petites étapes de une vingtaine de kilomètres. Et on est à peu près à 15-16 km d'Espalais ou de Villars. Et après, on est à 20 km de Lectoure, qui est une ville magnifique. Voilà, donc on n'est pas une étape telle que les guides le disent, mais je trouve que ça fait une bonne coupure, parce que le village d'après, qui est 4 km après, ça vous oblige à aller 4 km plus loin que Lectoure, et à ce moment-là, vous loupez la visite de Lectoure et le passage de Lectoure, qui est quand même une ville avec une cathédrale, avec un château des comtes d'Armagnac, avec une histoire importante, avec un village, une ville fortifiée. Voilà. Les gens qui s'arrêtent ici sont des gens qui sont voilà, qui sont atypiques. C'est des gens qui font le chemin d'une certaine façon, qui ne font pas le chemin comme une performance, comme parce que le guide a dit je m'arrête là, donc je m'arrête là. Parce que moi je tiens la petite buvette du village à titre bénévole, et c'est un peu le discours tant qu'on a le midi. Non, ils s'arrêtent. Voilà, parce qu'ils ont envie de prendre le temps, ils ont envie de visiter, ils sont intéressés par le patrimoine, ils sont intéressés par l'histoire. Voilà, puis c'est un lieu complètement atypique, quoi. Qui peut faire peur, hein. À chaque fois, tout le monde me demande est-ce qu'il y a des fantômes, est-ce qu'il y a voilà, des bruits. Bah oui, comme dans toute maison, ça grince un petit peu. Et puis ceux qui y croient, bah, il y a des bonnes ondes dans ce château, donc maintenant, venez le tester. Mon père avait rencontré des gens ou des amis qui étaient un peu sensibles, un peu voyantes, un peu mystiques, un peu sorcières, un peu tout, qui disaient qu'il y avait une âme bienfaitrice, une âme féminine bienfaitrice, qui se situait dans la cheminée, au niveau rez-de-chaussée dans la cheminée. Donc moi je raconte cette idée-là, et puis bon, je pense que ça aurait été un lieu difficile, où on ne se serait pas senti bien. Mon père était assez sensible, nous on a été élevés comme ça, assez sensible, on ne serait pas resté, on ne serait même pas, il n'aurait même pas signé, donc c'est comme le parchemin, c'est pareil, c'est des lieux où tu rentres, tu sais pas pourquoi, tu sais pas l'expliquer, mais tu te sens bien et tu as envie d'y revenir et tu as envie d'y rester. Voilà, après ça s'explique pas, c'est comme ça. Ouais. J'ai découvert, en fait, c'est l'échange. Bon, moi j'étais dans le commerce, dans le commercial, donc j'ai toujours été le contact facile, toujours aimé le contact. Et là, j'y retrouve voilà, des rencontres qui sont atypiques, qui sont avec des gens de... Bon, il irait jamais assez longtemps pour approfondir, mais non, c'est ça, c'est surtout ça, c'est ce plaisir de partager, et puis aussi de donner un sens à cette restauration, à ce lieu de château, parce que restaurer pour restaurer, en faire un musée, c'est pas du tout mon but, c'est pas le but de mon père, c'était pas mon but, mais de le partager, de faire découvrir ce qu'on a fait, puis de faire connaître, voilà, et de partager le lieu. Ça donne un sens à la restauration, ça donne un sens à tout le travail qu'on fait depuis 30 ans.
Alors, la question magique. Alors, question magique. Raconte-moi ta plus belle expérience de vie. Plus belle expérience de vie. C'est un peu compliqué parce que moi j'ai l'impression d'avoir avec mon père, avec mes parents, mon père nous avoir mis sur, même tout petit, avec un marteau, tournevis, d'avoir construit une maison. Et peut-être la plus belle expérience de vie, c'est cette construction de maison en Normandie, où j'étais tout jeune parce que je devais avoir 4 ans. Quand ils ont acheté le terrain, il n'y avait rien. Et mon père a entrepris de construire une maison, pas en parpaing, mais en colombage. Donc colombage, c'est en bois, tonneau, mortaise, avec des bois anciens. Et pas une maison petite, parce que ça aurait pu faire simple, ça serait trop drôle. Non, elle faisait 350 mètres carrés et elle avait 2 étages. Et mon père avait 30 ans. Et voilà, et donc on a tout appris et on a tout fait, tous les week-ends, toutes les vacances. Et c'était un amusement. On n'a pas fait d'études longues, ça c'est sûr, on pouvait pas, c'était pas possible, pas faire les deux en même temps. Et on a tout appris. On a appris à faire l'électricité, la maçonnerie, du bois, la charpente. Moi, à 12 ans, j'étais sur le toit à faire le toit. Et après que le recul, c'est quand même l'expérience 15 ans de week-end. Et de construire une maison qui a été malheureusement vendue et qui m'a rendu très malade. Mais quand je suis allé la revoir il y a 5 ans, 6 ans, comme ça, par hasard, elle était toujours debout, elle était complètement entière, elle n'avait pas changé, ils n'avaient rien changé, et ben j'étais fier de ce qu'on avait fait. Voilà, donc voilà, c'est ça l'expérience. Le château étant une continuité, mais quelque chose qui est moins impressionnant pour moi, même si le bâtisse paraît énorme. Je trouve ça plus fort dans les années 70 de construire une maison. Il n'y avait pas de Castorama, pas de Leroy Merlin, il n'y avait rien. Et il fallait tout apprendre, pas d'internet, il fallait tout apprendre. Et je dis chapeau bas à mon père, quoi.